Bonjour à tous, bienvenue dans Afrique Hebdo, une émission consacrée cette semaine à la COP28 et aux enjeux pour le continent africain. Pour en parler, nous recevons le chef Hilarion Kassa Moussavou, gardien de la forêt gabonaise, et Fatinzi Hassan, directrice Afrique d'Oxfam International. Après une année 2023 marquée par des records de chaleur et des sécheresses, la réunion annuelle des Nations Unies sur le climat se tient à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis. À l'occasion de cette COP28, 5 ambassadeurs des communautés autochtones venant des 5 dernières forêts primaires de la planète tirent la sonnette d'alarme pour sauver ces poumons verts indispensables à la vie. Hilarion Kassa Moussavou, vous êtes l'un d'entre eux, vous êtes l'un de ces gardiens de la forêt. Vous êtes l'un des protagonistes également de la série documentaire d'Arte consacrée à ces gardiens de la forêt. Vous-même, vous êtes témoin de la disparition de ces forêts. Vous voyez au quotidien les conséquences néfastes du dérèglement climatique et de nos modes de production et de consommation. Oui, le constat de la disparition de la forêt, à mon avis, c'est juste un constat que je fais entre mon jeune âge, à partir de 6 ans, là de la réflexion. Parce que moi, je suis né dans la forêt. Je suis né dans la forêt, on appelait ça le campement, la forêt primaire. Avec mon père et ma mère, j'ai été élevé par ces deux-là. Et au sortir de là, je suis allé à l'école, pour aller à l'école secondaire. J'ai fait plus de 20 ans encore, à peu près, je ne sais plus. Mais en permanence, les vacances, le week-end, je repartais toujours au village. Et depuis que j'ai atteint l'âge de 35 ans ou 40 ans plus, j'ai constaté un peu de différences maintenant dans nos forêts. Non seulement je suis tradit praticien, mais la connaissance de la forêt, pour moi, ne vient pas à partir du tradit praticien. Non, c'est depuis la naissance. J'ai appris quelques essences avec mon père et ma mère, j'ai appris beaucoup de connaissances. Je ne sais pas combien de fois je suis allé à l'hôpital. J'ai toujours pris les comprimés de l'hôpital, mais j'ai été soigné toujours avec les écorces et les feuilles. Et justement, ces arbres qui sont précieux parce qu'ils vous servent à guérir les gens, vous les avez vus disparaître petit à Oui, petit? j'ai vu quelques bois disparaître au jour d'aujourd'hui, même dans ma région, si on peut le dire. Il y a le constat de disparition de certains arbres qui me sont sacrés pour mener mon opération de médecine traditionnelle. Par exemple, si on peut les citer, le Kevazingo n'existe plus. Justement, je voulais qu'on regarde un extrait du documentaire dans lequel vous évoquez la disparition du Kivazingo, un arbre qui a un rôle essentiel pour vous. Quand vous me voyez pleurer comme ça, je pleure mes bois, je pleure ma nature, je pleure ma forêt, parce qu'on est en train de perdre. Ça fait mal, même là nous sommes en pleine forêt, mais il y a des moments où on se retrouve, ne fût-ce que d'être au balcon de ta maison, quand tu vois les grumes passer, tu pleures. Tu reconnais même à distance par l'écorce, tu dis, ah ça c'est le Kevazingo qui passe là, ah mon Dieu. Et tu vas faire quoi? Tu ne peux pas arrêter le grumier. Vous le dites dans ce documentaire, la forêt c'est tout, c'est la vie. Sans forêt, il n'y a plus rien. Sans forêt, il n'y a plus rien. On peut le dire en grosso modo, parce que dans la forêt, il n'y a pas que les arbres. Il y a aussi les rivières, il y a aussi les poissons. Mais tout cela émane de ces deux éléments-là. L'arbre puise sa force à travers l'eau, et l'eau se réjouit à travers les fruits des arbres. Donc sans forêt, vraiment, la planète prend un coup. C'est pour ça que vous tirez la sonnette d'alarme aujourd'hui? Moi, je me bats pour le monde, pour pouvoir véhiculer un message par rapport à la protection de la nature, par rapport au constat qu'il y a eu peut-être quelques années révolues avant ma naissance d'abord, parce que moi, là où j'habite, j'ai découvert des monuments, des arbres abattus, peut-être quand j'avais 6 ans. Mais ces monuments-là sont encore là. Par exemple, le Padouk, le Kevazingo, le Koumé en général. Un rapport récent de l'ONU rappelle, chiffre à l'appui, que les peuples autochtones protègent mieux les forêts dans lesquelles ils vivent que le font les États. Qu'est-ce que vous dites aux chefs d'État qui se réunissent à Dubaï pour la COP28? Bon, pour les chefs d'État qui se réunissent à Dubaï pour la COP28, je dirais félicitations, merci, mais peut-être apporter, véhiculer un message en tant que représentant de peuples autochtones. C'est du style même par rapport à l'exploitation forestière. Nous ne refusons pas, mais pourvu que ça soit
d'une manière saisonnière Mais de façon responsable, en fait. et prendre en compte les autochtones. Parce que les inclure dans la réflexion, les inclure dans la sauvegarde de la forêt, pour faire certains rituels pour éviter les accidents, par exemple. Lorsqu'il y a un exploitant forestier qui arrive, la meilleure, c'est de récupérer, par exemple, ce peuple-là comme techniciens, dans la forêt. Ce sont eux qui maîtrisent la forêt, mais on les met à l'écart, on ne les embauche pas. Du coup, certains abandonnent pour aller vers la ville à la recherche du travail. Est-ce que vous attendez des mesures concrètes de la COP28 ? Je pense bien parce que les réunions comme ça sont à soutenir, c'est à louer. Je crois que les solutions vont revenir d'une manière ou d'une autre meilleure. Mais quand même, j'insiste qu'on tienne compte au peuple autochtone, parce que le peuple autochtone est une intelligence endormie qu'on ne tient pas compte. Donc quand on va vers eux, il y a des éléments qui ressortent et qui peuvent remonter à la base. Merci Larian Kassamous, à vous d'être venu partager votre message d'urgence sur le plateau d'Afrique Hebdo. Ok, merci madame, je vous remercie en retour aussi. Et je précise que cette série de documentaires est à retrouver dans son intégralité sur arte.tv et fait l'objet d'une programmation spéciale sur Arte à partir du 9 décembre. Je vous propose de voir un autre exemple concret des effets néfastes du changement climatique en Ouganda. Dans la province de Karamoja, touchée par des sécheresses de plus en plus fréquentes, les tribus d'éleveurs nomades se battent pour l'accès à l'eau. 40% de la population y souffre de la faim. C'est un reportage de Clément Diroma et Lucie Mouillot. Dans la région la plus pauvre d'Ouganda, le Karamoja, les points d'eau réservés au bétail sont devenus des zones de conflit entre tribus d'éleveurs depuis 2018. L'armée ougandaise s'est déployée en 2021 pour enrayer les combats. Lorsque les pluies s'arrêtent, la situation devient problématique. Les éleveurs se volent les uns les autres, y compris aux abords de ces points d'eau. Tout cela crée de l'insécurité qui s'étend dans d'autres zones. Le réchauffement climatique provoque des sécheresses dans cette région d'Afrique de l'Est, selon plusieurs études. Les pastoralistes se battent pour l'accès à l'eau. 3000 personnes ont trouvé la mort en 5 ans. Le village de Naka-Pelimoro était un théâtre de violence. L'armée affirme avoir rétabli l'ordre cette année, mais la guerre reste dans les esprits. John Lokouré raconte avoir perdu 30 vaches lors d'une attaque des Turkana, des éleveurs kényans qui traversent la frontière pour trouver de quoi abreuver leurs troupeaux. La mort était partout. Nos ennemis venaient voler nos vaches. J'avais l'habitude de tuer certains d'entre eux et ils tuaient certains d'entre nous. Maintenant, c'est plus calme, il y a moins de morts et nous pouvons enfin dormir. Les militaires tentent de freiner les importants trafics d'armes qui facilitent les attaques en incitant les guerriers à remettre les fusils aux autorités. L'armée empêche aussi les éleveurs Turkana de venir en Ouganda, une mesure qui ne fait pas l'unanimité. La solution est dans les mains du gouvernement. L'armée devrait autoriser nos tribus au Karamoja à discuter des accords de paix avec les Turkana. Nous voudrions leur dire qu'ils ne doivent pas tuer les éleveurs en Ouganda. Avec l'arrivée de la saison sèche fin novembre, le gouvernement se prépare à une reprise des hostilités et a déjà envoyé des renforts. La COP28 doit aborder une série de questions controversées, notamment l'abandon progressif des combustibles fossiles et le financement de la transition énergétique dans les pays en développement. On en parle avec Fatinzi Hassan, directrice Afrique d'Oxfam International depuis Nairobi. Merci d'être avec nous. Alors, quelles sont les attentes, les enjeux de cette COP28 pour les pays d'Afrique ? Merci beaucoup. Alors, vous savez que l'Afrique abrite malheureusement 7 des 10 points de la planète qui sont le plus vulnérables au changement climatique. Donc évidemment, il y a une urgence de notre point de vue à aborder l'objectif des 1,5 degrés et notamment à discuter de la manière dont nous allons sortir des énergies fossiles. Le deuxième point qui nous tient à cœur également, c'est l'opérationnalisation du fonds pertes et dommages dont le principe a été entériné l'année dernière et qui verra, nous l'espérons, une décision qui permettra donc à ce fonds de commencer à soutenir les communautés les plus affectées par la crise climatique. Justement, la création de ce fonds pertes et dommages est primordiale pour l'Afrique. Est-ce qu'on peut s'attendre à plus de justice climatique pour les pays du continent qui payent les conséquences du dérèglement climatique alors qu'ils font partie des pays qui émettent le moins de gaz à effet de serre ?
Alors oui, nous espérons qu'il y aura la justice climatique, en tout cas que ce fonds délivrera de la justice climatique. Les propositions qui ont été soumises à la COP28 sont un peu faibles par rapport à nos attentes, mais nous espérons quand même que cela permettra des discussions beaucoup plus poussées et des engagements forts pour avoir un fonds qui sert véritablement la justice climatique. Et pour cela, le fonds pertes et dommages doit être financé par les pays pollueurs. Ce fonds doit également être équitable et il doit servir les communautés les plus affectées avec du financement de qualité. L'une des priorités, c'est aussi le développement des énergies renouvelables. Comment augmenter l'accès des pays africains à ces énergies plus propres ? Alors vous savez, il y a un principe qui a été adopté il y a plus de 30 ans maintenant, c'est le principe des responsabilités communes et différenciées. Et ce principe dit que ce sont les pays qui ont le plus contribué à la crise climatique et les pays également qui ont le plus de capacité à répondre financièrement et technologiquement à la crise climatique, qui doivent en faire beaucoup plus. Donc nous attendons une véritable solidarité. Nous attendons également une solidarité dans le domaine du financement, avec, comme je le disais tout à l'heure, du financement de qualité, ce qui est pour nous du financement qui ne génère pas de dette, parce que vous savez que jusqu'à présent, la majorité du financement qui a été proposé à de nombreux pays d'Afrique, ce sont des financements sous forme de dette ou de prise de participation. Et donc, pour nous, une priorité, ça va être d'accompagner les pays qui sont le plus affectés et qui ne participent pas ou qui participent très peu aux causes de la crise climatique. Il faudra les accompagner et faire preuve de solidarité envers eux. Merci Fatizi Hassan pour toutes ces précisions. Et c'est ainsi que se termine ce numéro d'Afrique Hebdo. Restez sur France 24, l'information continue.